Mon mari m'a jeté son verre au visage lors d'une soirée et a dit à tout le monde que c'était ce qui arrivait quand on reluquait d'autres hommes. Nous étions à l'anniversaire d'un de ses collègues quand c'est arrivé. Je me tenais près du buffet, en train de discuter avec une femme que je venais de rencontrer, quand un ami de mon mari s'est approché pour prendre un amuse-bouche. J'ai levé les yeux vers lui comme on regarde n'importe qui entrant dans son espace personnel. Ça a duré peut-être 2 secondes. Je n'ai pas souri, je n'ai rien dit de provoquant. J'ai simplement reconnu l'existence d'un autre être humain près de moi. Mon mari, Marc, était à l'autre bout de la pièce, mais il a tout vu. Il s'est approché avec son verre de vin rouge sans dire un mot et me l'a vidé d'un coup en plein visage. Le vin m'a piqué les yeux, m'est monté dans le nez et a instantanément taché mon chemisier blanc en soie. Je suis resté là, pétrifié par le choc, pendant qu'il regardait l'assemblée médusée et lançait « C'est ce qu'elle récolte pour avoir maté d'autres mecs ». Personne n'a bougé. Personne n'a dit mot. Son ami, que j'étais censé avoir dévoré des yeux, fixait le parquet comme s'il voulait s'enfoncer sous terre. La femme avec qui je discutais m'a tendu discrètement une serviette en papier avant de s'éloigner, ne voulant manifestement pas être mêlée à ça. Marc m'a agrippé le bras fermement et a décrété que nous partions. Je l'ai suivi jusqu'à la voiture parce que j'étais totalement désemparé. Mon visage dégoulinait encore de vin et mes yeux me brûlaient. Sur le chemin du retour, dans notre appartement des beaux quartiers de Lyon, il m'a hurlé que je l'avais humilié en flirtant avec son ami devant tout le monde. J'ai rétorqué que je ne flirtais pas et que je l'avais à peine regardé une seconde. Il a répondu que c'était déjà trop et que je devrais le savoir depuis le temps. Cette phrase est restée gravée en moi, je devrais le savoir. Cela signifiait que ce n'était pas la première fois qu'il me punissait pour un détail insignifiant. Cela signifiait qu'il y avait eu d'autres incidents que j'avais minimisés, oubliés ou dont je m'étais convaincu qu'ils n'étaient pas si graves. La première année de notre mariage, il s'était mis en colère parce que j'avais ri trop longtemps à la blague d'un autre homme lors d'un dîner. Il n'avait rien jeté cette fois-là, il m'avait juste infligé le silence radio pendant 3 jours jusqu'à ce que je m'excuse de lui avoir manqué de respect. La deuxième année, il m'avait accusé de m'habiller de façon trop élégante pour aller travailler à mon cabinet de conseil, me demandant qui j'essayais d'impressionner. J'avais fini par porter des vêtements plus amples et ternes pour éviter les disputes. La troisième année, il avait fouillé mon téléphone pendant que je dormais et avait exigé de savoir pourquoi un collègue masculin m'avait envoyé un message concernant une date butoir de projet. Je lui avais montré toute la conversation pour prouver que c'était purement professionnel, mais il avait quand même refusé de me parler pendant une semaine. À chaque fois, je me disais que c'était un malentendu. Je me disais qu'il m'aimait trop et qu'il était simplement jaloux. Je me disais que je pouvais arranger les choses en faisant plus attention à mon comportement avec les autres hommes. Mais me jeter du vin au visage devant des dizaines de personnes n'était pas un malentendu. C'était de la maltraitance. Et je devais enfin admettre que tout ce qui avait précédé l'était aussi. Quand nous sommes rentrés, je suis allé directement dans la salle de bain pour me rincer. Il m'a suivi et s'est appuyé contre le cadre de la porte pour m'observer. Il a dit qu'il était désolé, mais que je l'avais poussé à bout. Il a ajouté que si j'étais plus consciente de l'image que je renvoyais, il n'aurait pas eu besoin de me donner une leçon. Il affirmait m'aimer et que c'était pour ça qu'il accordait tant d'importance à mes actes. Je l'ai regardé dans le miroir et je l'ai vu clairement pour la première fois en 4 ans. Il n'était pas désolé, il se justifiait. Il ne m'aimait pas, il me contrôlait. Et la leçon qu'il voulait m'enseigner n'était pas le respect, c'était la peur. Je lui ai dit que je comprenais, que j'essaierais de faire mieux. Il a souri, m'a serré dans ses bras par derrière et a dit qu'il savait qu'il pouvait compter sur moi. Je l'ai laissé croire que tout allait bien parce que j'avais besoin qu'il le croie. Le lendemain matin, nous étions lundi et il est parti travailler à 8 heures comme d'habitude. J'ai posé un jour de congé maladie et j'ai commencé mes valises. Je n'ai pris que ce qui tenait dans 2 sacs, des vêtements, mes papiers importants et les bijoux que ma grand-mère m'avait légués. J'ai tout laissé d'autre derrière moi. J'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à chez ma sœur, Élodie. Quand elle a ouvert la porte et vu ma mine défaite, elle n'a posé aucune question. Elle m'a fait entrer, m'a préparé un thé et m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Ce soir-là, Marc a appelé pour savoir où j'étais. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 12 fois de plus, puis a commencé les messages. D'abord inquiet, puis colérique, puis menaçant, puis suppliant, puis désespéré. Le cycle s'est répété 3 fois avant que je finisse par bloquer son numéro.
Élodie m'a aidé à trouver une avocate spécialisée dans les violences conjugales, Maître Lefebvre. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. Marc a essayé de contester. Je me suis réveillé le mardi matin sur le canapé de ma sœur avec encore des résidus de vin séché dans les cheveux. L'odeur m'a frappé en premier, aigre et collante, puis la douleur dans ma nuque à force de dormir recroquevillé sur des coussins trop petits. Mon téléphone était sur la table basse, face contre terre. En le prenant, j'ai vu 37 appels manqués. Tous de lui. Le numéro que j'avais bloqué n'avait pas suffi, il utilisait d'autres téléphones, des lignes professionnelles ou des numéros masqués. J'ai supprimé les notifications sans écouter les messages vocaux. Élodie était déjà dans la cuisine, j'entendais le bruit de la cafetière et des placards. Je me suis assise et mon corps semblait peser une tonne. La réalité de ce que j'avais fait m'est tombée dessus d'une manière bien plus brutale que la veille, quand j'agissais sous le coup de la panique. J'avais quitté mon mari, ma maison, ma vie entière. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ma sœur est apparue avec 2 tasses de café, sans faire de commentaires sur mon état ou mon odeur. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine et elle a sorti un carnet et un stylo. Elle a dit que nous devions faire la liste de tout ce qu'il y avait à faire. J'ai pris le stylo, mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine écrire. Elle me l'a repris doucement et a commencé elle-même, l'avocate en priorité, les comptes bancaires, le changement d'adresse, récupérer les documents restés à l'appartement. La liste s'allongeait, remplissant une page, puis une deuxième. Chaque ligne semblait être un obstacle insurmontable, chaque point m'obligeait à acter que c'était réel et permanent. J'ai pensé aux bijoux de ma grand-mère, à l'album de mariage que j'avais laissé, à toute ma vie qui tenait désormais dans 2 valises. Élodie a continué, annuler les cartes de crédit jointes, changer les bénéficiaires de l'assurance, mettre à jour mes contacts d'urgence. Quand elle a fini, elle a fait glisser le carnet vers moi. Ma gorge s'est serrée. Elle m'a pressé la main en me promettant qu'on ferait ça une étape à la fois. Après une douche qui a enfin éliminé l'odeur du vin, j'ai appelé mon travail. Mon responsable, Mathias, a décroché presque tout de suite. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que j'avais besoin de ma semaine. Ma voix a déraillé et j'ai espéré qu'il ne remarquerait pas mes larmes. Il m'a répondu très calmement de prendre tout le temps qu'il me fallait, puis sa voix s'est adoucie pour me demander si j'allais bien. J'ai répondu « oui », par automatisme, ce réflexe que j'avais perfectionné pendant 4 ans. Il a marqué un silence, puis m'a dit de prendre soin de moi et que mon poste m'attendait. En raccrochant, je me suis effondré sur le lit d'amis. Mercredi matin, Élodie m'a conduite à la banque. Nous sommes restés sur le parking 10 minutes avant que je trouve le courage d'entrer. Le bâtiment était ordinaire, avec ses plans en pot et son silence feutré, mais franchir ses portes signifiait commettre un acte irréversible. C'était prendre l'argent qui était, à nous, pour en faire le mien. C'était signifier à Marc que je ne reviendrais pas. La conseillère a gardé un sourire professionnel, mais j'ai vu son regard s'échanger avec celui d'une collègue. Elle comprenait très bien ce qui se passait. Mes mains tremblaient en remplissant les formulaires. Elle m'a expliqué que comme les 2 noms étaient sur le compte, j'avais légalement le droit de retirer les fonds. Elle l'a dit avec une telle douceur que j'ai compris que je n'étais pas la première femme assise dans ce fauteuil pour cette raison. Ça a duré 2 heures, le temps de vérifier mon identité, d'obtenir l'accord du directeur et d'imprimer l'historique des années passées. Ma sœur est restée collée à moi tout le long. Une fois terminé, la conseillère m'a remis un dossier avec les nouvelles coordonnées de mon compte personnel. Le compte joint était clos et les fonds divisés exactement en 2, 15 000 € pour moi, et un chèque de banque au nom de Marc pour l'autre moitié. J'ai fixé ce chèque sur le bureau. 15 000 €, la moitié de nos économies. J'avais l'impression d'être juste, mais aussi de le voler, même si c'était absurde. Nous sommes allés dans une autre banque à l'autre bout de la ville pour ouvrir un compte totalement nouveau auquel il n'aurait aucun accès. J'y ai déposé ma part. Ce n'était pas une fortune, peut-être de quoi vivre 6 mois en faisant attention, mais ça me donnait des options. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, pensant au lendemain matin quand Marc verrait que le compte était vide et qu'il comprendrait que je ne plaisantais pas. Le jeudi est arrivé trop vite. Élodie m'a emmené au tribunal parce que j'étais incapable de tenir un volant. Le bâtiment était immense, gris, avec des détecteurs de métaux et une foule de gens pressés. Je me sentais perdu. Maître Lefebvre m'avait donné le numéro de la salle, mais le dédale de couloir était étouffant.
Une employée nous a orientés vers le greffe du juge aux affaires familiales. Là, derrière une vitre blindée, j'ai dû remplir des formulaires interminables demandant tout, nos noms, la durée du mariage, l'existence d'enfants, les violences subies, la demande d'ordonnance de protection. Ma main s'est crispée plusieurs fois. La femme derrière le guichet m'observait avec des yeux lasses, habituée à ce genre de détresse. On m'a dit d'attendre dans la salle 3. C'était une salle solennelle avec des bancs en bois comme dans une église. Nous étions une vingtaine à attendre notre tour. Le jargon juridique des documents que je tenais rendait tout glacial, comme si mon mariage n'était qu'un contrat qu'on résiliait et non 4 ans de ma vie qui s'évaporaient. Une huissière a annoncé l'entrée de la juge. C'était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux tirés en chignon. Elle a commencé à appeler les dossiers. J'ai vu un homme ivre tenter d'argumenter pour la garde de ses enfants avant de se faire remettre à sa place par la juge. Puis, mon nom a été prononcé. Mes jambes étaient en coton. La juge m'a demandé si je sollicitais une ordonnance de protection suite à des agressions et des menaces. Ma voix était un murmure quand j'ai décrit la scène de la soirée, les appels incessants chez ma sœur. J'ai montré le rapport de police et les photos de mes vêtements tachés que j'avais prises avant de les laver. Elle a étudié les clichés longuement avant de me demander si Marc avait des antécédents violents. J'allais dire non par réflexe, mais je me suis reprise. Les silences punitifs étaient violents. Les fouilles de téléphone étaient violentes. L'isolement qu'il m'imposait était violent. J'ai répondu que oui, il y avait un schéma de contrôle et de menace depuis 4 ans. Elle a tapé ses conclusions, a imprimé un document et l'a signé. C'était l'ordonnance de protection. Elle était effective immédiatement, Marc devait rester à plus de 150 mètres de moi, de mon travail et du domicile de ma sœur. Un huissier lui signifierait le lendemain à son bureau. S'il enfreignait cette règle, il serait arrêté. En sortant du tribunal, j'ai éclaté en sanglots dans un coin du couloir. Ma sœur m'a serré contre elle jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. 150 mètres, c'était désormais la distance légale entre moi et l'homme que j'avais aimé. Le vendredi, j'ai vidé mes valises sur le lit d'Élodie pour faire l'inventaire, 3 jeans, 5 hauts, une robe, quelques sous-vêtements, ma brosse à dents, mon acte de naissance et les bijoux. C'était tout. Dans ma panique, j'avais oublié mon manteau d'hiver, mes pulls, mes albums photos, le livre de recettes de ma grand-mère. Tout était resté là-bas. Mon avocate m'a expliqué qu'on pourrait organiser une escorte policière pour récupérer mes affaires, mais seulement après qu'il aurait reçu l'ordonnance, pour ma sécurité. Le lundi matin, Maître Lefebvre m'a appelé avant même mon café. Marc avait déjà réagi par le biais de son avocat, un certain Maître Nathan Pierce. Il contestait le divorce et m'accusait d'avoir abandonné le domicile conjugal sans motif valable, exigeant que je paie la moitié des frais de justice. Entendre ces mots m'a donné la nausée. Comme si 4 ans de contrôle et un verre de vin au visage n'étaient pas un motif valable. Mon avocate m'a rassuré, c'était une tactique classique d'intimidation, mais cela signifiait que la procédure serait longue et coûteuse. On parlait de 6 mois minimum, avec des milliers d'euros de frais. Le poids de cette bataille m'a écrasé. Le mercredi suivant, je devais retourner au tribunal pour l'audience de confirmation. J'ai vu Marc arriver dans le couloir, impeccable dans son costume sombre, l'air calme et professionnel. Il m'a jeté un regard presque compatissant, comme si j'étais celle qui exagérait. J'ai eu un moment de doute, avais-je vraiment bien fait? Puis j'ai repensé à la brûlure du vin dans mes yeux et à toutes les fois où j'avais marché sur des œufs. L'avocat de Marc a pris la parole en premier, le décrivant comme un mari dévoué ayant eu un moment d'égarement sous le coup du stress, après que je l'ai provoqué en flirtant ouvertement. Il a transformé chaque geste de harcèlement de Marc en acte d'un époux inquiet. La juge a écouté, puis a lu le rapport de police décrivant Marc frappant à la porte d'Élodie en hurlant. Elle a regardé Marc par-dessus ses lunettes et a maintenu l'ordonnance de protection pour 6 mois, le prévenant qu'une violation le conduirait en cellule. En sortant, j'étais vidé. Une voisine d'Élodie, Madame Dubois, est passée le soir avec un plat maison. Elle avait appris ma situation et m'a dit qu'elle avait un ami qui louait des appartements. Sa gentillesse m'a bouleversé alors que je m'attendais à être jugé. J'ai commencé à regarder les annonces, réalisant à quel point j'étais devenue dépendante financièrement. Tout ce qui était abordable était soit insalubre, soit trop loin. Le jeudi après-midi, j'ai reçu un mail d'une adresse inconnue. C'était Marc. Il passait des excuses les plus plates aux reproches les plus vils,
me suppliant de revenir tout en m'accusant de détruire notre vie. J'ai tout transféré à la police. Quelques heures plus tard, un détective m'appelait pour me dire qu'il l'avait localisé grâce à son adresse IP, il allait être arrêté pour violation de l'ordonnance de protection. Je me suis senti coupable, un comble. Ma psychologue, Madison, m'a aidé à comprendre que cette culpabilité était une réponse conditionnée. La semaine suivante, la procédure de divorce est entrée dans la phase de partage des biens. Marc exigeait que je lui cède mes parts de l'appartement lyonnais et de notre voiture. Il a même fouillé mes relevés bancaires des 5 dernières années pour trouver la moindre faille. Mais c'est moi qui ai trouvé quelque chose, il avait ouvert une carte de crédit à mon nom en imitant ma signature, accumulant 7 000 € de dettes pour des dépenses personnelles cachées. C'était une usurpation d'identité. Nous avons porté plainte. Élodie a dû filtrer les appels de mes beaux-parents qui essayaient de me culpabiliser au nom de la famille. Finalement, j'ai trouvé un petit studio grâce à l'ami de Madame Dubois. C'était modeste, un peu défraîchi, mais c'était à moi. Le jour du déménagement, Élodie m'a offert un système de caméras de sécurité pour que je me sente sereine. La première nuit seule, je n'ai pas dormi, sursautant au moindre bruit, vérifiant les verrous 4 fois. Mais le travail est devenu mon refuge. Mathias m'a même confié de nouvelles responsabilités et une petite augmentation. 3 mois plus tard, une médiation a été organisée. Marc me regardait avec ses yeux de chien battu, mais je n'ai pas flanché. Comme il refusait de me verser ma part de la maison, nous sommes allés au procès. J'ai dû témoigner, raconter à nouveau l'humiliation, le vin, le contrôle permanent. Son avocat a essayé de me faire passer pour une instable, mais j'ai tenu bon. Ma sœur et Rachel, ma collègue, ont témoigné pour moi. Marc a fini par craquer à la barre, hurlant que je l'avais poussé à bout, révélant son vrai visage à la juge. Le verdict est tombé une semaine après, le divorce était prononcé aux torts exclusifs de mon mari. Il a été condamné à me rembourser les dettes frauduleuses et à me verser 43 000 € pour ma part de la maison. Recevoir ce chèque a été le signal que je pouvais enfin respirer. J'ai acheté des meubles neufs, une voiture d'occasion fiable et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Marc a tenté une dernière approche via un ami commun pour une réconciliation. J'ai simplement dit non. Aujourd'hui, 8 mois après ce fameux verre de vin, j'ai été promu analyste senior. Je participe à un groupe de soutien pour femmes victimes de violences et j'aide une nouvelle venue, Léa, à faire ses premières démarches. L'autre soir, en préparant mon dîner dans mon appartement calme, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié les verrous de manière obsessionnelle. La peur s'en allait, petit à petit. Je n'étais plus une victime, j'étais une femme libre, fière de ce qu'elle était devenue et prête à vivre pour elle-même.